15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Tout de suite, on commence par les principaux titres. Le Premier ministre Moustapha Madbouli assiste au nom du président Abdel Fattah el-Sisi au premier sommet de la lutte contre la pauvreté et la faim tenu à Doha. Plus de 36 000 civils soudanais fuient leur foyer dans l'état du Kordofan Nord au Soudan selon l'ONU. Le 64e convoi de l'initiative Zad el-Izza entre à Gaza à travers le sous-portail de Rafah avec à bord des centaines de tonnes d'aide humanitaire. À la une de l'actualité, le Premier ministre Moustapha Madbouli a indiqué que l'Égypte va accueillir une conférence internationale sur la réhabilitation précoce et la reconstruction dans la bande de Gaza. Madbouli a fait cette déclaration en prononçant le discours du président Abdel Fattah el-Sisi devant le premier sommet des dirigeants des pays de l'Alliance mondiale de lutte contre la pauvreté et la faim tenu aujourd'hui à Doha. M. Madbouli a souligné que la faim et la pauvreté demeurent parmi les défis les plus urgents de notre époque, soulignant que plus de 2 milliards de personnes dans le monde souffrent d'insécurité alimentaire, tandis qu'en Afrique, une personne sur 5 souffre de la faim quotidiennement. Il a expliqué que la famine à Gaza illustre clairement comment les conflits ravagent la vie des populations et les privent de leurs droits fondamentaux. Parlant au niveau national, le Premier ministre a précisé que l'Égypte a lancé des projets de protection sociale les plus ambitieux, tels que l'initiative de solidarité et de dignité, qui vise à apporter une aide à plus de 7 millions de personnes chaque mois, et l'initiative présidentielle Vie décente, qui vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales. M. Madbouli a d'autre part indiqué que l'Égypte est en train de mettre en œuvre un projet national qui vise à redoubler le volume des dépôts de blé et sauvegarder les réserves stratégiques. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a rencontré son homologue yéménite, Dr Salem Salah Ben Brek, en marge de la réunion du premier sommet des dirigeants de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté qui s'est tenue à Doha, au Qatar. Dr Madbouli a réaffirmé le soutien de l'Égypte au gouvernement légitime du Yémen et son engagement en faveur de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Il a souligné la fermeté de la position égyptienne sur la situation au Yémen, fondée sur le soutien indéfectible de l'Égypte au gouvernement légitime d'Aden, à l'unité, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'État yéménite, ainsi que sur l'importance capitale de la sécurité et de la stabilité du Yémen pour la sécurité régionale. Et en marge du premier sommet des dirigeants des pays de l'Alliance mondiale de lutte contre la pauvreté et la faim, le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni avec son homologue qatari, Mohamed Abdelrahman Al-Thani. Au cours de la réunion, M. Madbouli a souligné que des liens étroits unissent le Caire et Doha et que l'Égypte souhaite les renforcer et élargir leur coopération dans les divers domaines prochainement. De son côté, le Premier ministre qatari a exprimé sa félicitation pour l'inauguration du grand musée égyptien. Il a également salué la coordination entre les deux pays sur la question palestinienne. Il a aussi affirmé l'engagement de Doha à renforcer les relations bilatérales et à accroître le volume des investissements qataris en Égypte. Le dialogue stratégique entre l'Égypte et les États-Unis sur les questions africaines s'est tenu sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, et le conseiller du président américain pour les affaires arabes et africaines, M. Mossad Boulos. Les consultations ont porté sur la situation au Soudan, en Libye, dans la région des Grands Lacs, au Sahel et dans le Corne de l'Afrique, ainsi que sur la sécurité hydrique de l'Égypte. Dr Abdelghati a réaffirmé le rejet par l'Égypte des politiques destructrices et son soutien aux efforts visant à promouvoir la stabilité et le développement dans la région, l'importance du respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale.
L'Organisation internationale pour les migrations a indiqué que plus de 36 000 civils soudanais ont fui leur foyer dans l'état du Kordofan Nord, où les forces de soutien rapide ont averti hier masser leurs troupes le long d'une nouvelle ligne de front après leur prise d'Al-Fasher dans le Darfour. La secrétaire générale adjointe de l'ONU pour l'Afrique, Martha Pobi, a averti que la région du Kordofan, administrativement divisée en Kordofan Nord, Sud et Ouest, sera probablement le prochain théâtre des opérations militaires entre l'armée soudanaise et la force de soutien rapide. Elle a alerté que de vastes atrocités et des représailles à motivation ethnique commises par les FSR à Bara, évoquant des schémas similaires à ceux observés au Darfour, où les forces de soutien rapide sont accusées de massacres et enlèvements après la chute d'Al-Fasher. La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé près de 12 millions de personnes et provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU. La Turquie réunit aujourd'hui à Istanbul les ministres des Affaires étrangères de pays musulmans, dont l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Pakistan et l'Indonésie pour tenter de peser sur l'avenir de Gaza. En amont de la réunion de lundi, le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a reçu samedi à Istanbul une délégation du bureau politique du Hamas, emmenée par Khalil al-Hayya, le négociateur en chef du mouvement palestinien. Selon des sources au sein du ministère turc des Affaires étrangères, M. Fidan appellera lundi à mettre en place des mécanismes permettant aux Palestiniens d'assurer la sécurité et la gouvernance de Gaza. Le chef de la diplomatie turque, qui accuse Israël de chercher des prétextes pour rompre le cessez-le-feu, assistera également sur un renforcement de l'aide humanitaire à Gaza. Les forces de l'occupation israélienne ont annoncé hier soir avoir reçu les dépouilles de 3 otages qui leur ont été remises par la Croix-Rouge dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Malgré plusieurs moments de tension, une trêve fragile tient à Gaza depuis le 10 octobre dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis visant au retour de tous les otages enlevés en Israël, vivants ou morts. Depuis le début de la trêve, le Hamas a libéré 20 otages survivants et a commencé à restituer les dépouilles de ceux qui ont été tués. Sur 28 corps concernés, 17 ont été rendus avant dimanche soir, dont 15 Israéliens, un Thaïlandais et un Népalais. Le Hamas a à plusieurs reprises appelé les médiateurs et la Croix-Rouge à lui fournir le matériel et le personnel nécessaires pour retrouver les corps. Le 64e convoi de l'initiative Zad el-Izza a pénétré au secteur de Gaza à travers le sous-portail de Rafah en direction du passage de Karam Abou Salem et Al-Ouéja. Selon le Croissant Rouge égyptien, le 64e convoi comprenait plusieurs camions d'aide humanitaire urgente et transporte plus de 300 tonnes de paniers alimentaires et 1 tonne de farine, environ 2000 tonnes de fournitures médicales et de secours essentiels dont le secteur a besoin, ainsi que plus de 1300 tonnes de produits pétroliers. Israël a menacé d'intensifier ses attaques au Liban contre le Hezbollah, que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accusé de tenter de se réarmer. Les attaques israéliennes se poursuivent, bien que le président libanais Joseph Aoun avait appelé à des négociations avec Israël à la mi-octobre. Les détails avec Shams Senemi. L'armée de l'occupation israélienne a intensifié des attaques contre des cibles du Hezbollah ces derniers jours au Liban. Jeudi, elle a mené un raid meurtrier dans le sud du pays, poussant le président libanais Joseph Aoun à ordonner à l'armée de faire face à de telles incursions. M. Aoun avait appelé des négociations avec Israël à la mi-octobre après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à Gaza parrainé par le président américain Donald Trump. Il a accusé vendredi Israël de répondre à son offre de dialogue en intensifiant
ces attaques avant qu'une nouvelle frappe israélienne ne tue 4 personnes samedi dans le sud du pays, dont le district de Nabatia. L'agence nationale libanaise de presse a rapporté que l'armée israélienne avait touché une voiture avec un missile guidé. L'armée a confirmé la frappe, affirmant avoir visé un membre de la force de Radwan, unité d'élite de Hezbollah. Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024 avec le mouvement libanais, les forces de l'occupation israélienne continuent de mener des attaques régulières contre le sud du Liban et d'occuper 5 positions frontalières dans le sud. À l'ouverture du Conseil des ministres hebdomadaire dimanche, Netanyahou a ensuite affirmé que le Hezbollah tentait de se réarmer. L'émissaire américain Tom Barak a pour sa part exhorté samedi le Liban à engager des pourparlers directs avec Israël, affirmant que si Beyrouth franchissait le pas, les États-Unis pourraient faire pression sur Israël pour qu'il se montre raisonnable. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 2 Palestiniens avaient été tués en Cisjordanie, dont l'un par des tirs d'un colon et l'autre par les balles de l'armée israélienne. L'un des martyrs a été touché par une balle mortelle à la tête tirée directement par un colon à l'entrée nord de la ville d'Hébron. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, au moins 14 Palestiniens ont été tués par des tirs de colons depuis le début de cette année, portant à 35 le nombre de Palestiniens tués depuis octobre 2023. Le ministère de la Santé avait signalé qu'un adolescent de 17 ans avait succombé à ses blessures subies par des tirs de l'armée israélienne à l'est de Naplouse. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il n'envisageait pas actuellement de conclure un accord permettant à l'Ukraine d'acquérir des missiles Tomahawk à longue portée destinés à être utilisés contre la Russie. M. Trump a exprimé des réserves quant à un projet américain de vente de missiles Tomahawk aux pays de l'OTAN qui les transférait ensuite à l'Ukraine, ajoutant qu'il ne souhaitait pas l'escalade du conflit. Notons que le missile Tomahawk a une portée de 2500 km suffisante pour frapper en profondeur le territoire russe, y compris Moscou. Et on termine par l'Afghanistan où au moins 20 personnes ont été tuées dans un séisme de magnitude 6,3 qui a frappé le nord du pays dans la nuit d'hier, 2 mois après le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Les détails dans ce compte-rendu. Le séisme qui s'est produit peu avant 20h30 GMT à Kolm, près de la ville de Mazar-Sharif en Afghanistan, avait une profondeur de 28 km. C'est ce qu'a annoncé l'Institut d'études géologiques américain USGS. À Samangan, l'autorité afghane de gestion des catastrophes a comptabilisé 5 morts, faisant état de 143 blessés. La plupart des blessés sont rentrés chez eux après avoir été soignés. À Balkh, province voisine où se trouve la grande ville du nord de l'Afghanistan, Mazar-Sharif, 4 morts et 120 blessés ont été recensés à l'hôpital provincial. Des secousses ont été ressenties dans la nuit jusque dans la capitale Kaboul. Ce séisme survient après celui de magnitude 6 qui avait touché fin août les provinces orientales de Kunar, Laghman et Nangarhar. Ce tremblement de terre, le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Afghanistan, selon les autorités talibanes, avait tué plus de 2200 personnes, en avait blessé près de 4000 autres et avait détruit 7000 maisons. Il avait été suivi de nombreuses répliques et la mise en place de l'aide avait été ralentie par l'accès difficile aux zones sinistrées. Le tremblement de terre avait frappé les zones agricoles et déjà reculé à la lisière avec le Pakistan. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne.